CHU du Bocage, à Dijon. Nous sommes dans l'un des plus gros services hospitaliers consacrés à la sclérose en plaques en France. Du diagnostic à la mise en place du traitement, les équipes du professeur Thibaut Moreau assurent le suivi d'un millier de patients. Je vais vous examiner. Tiens, vous m'aidez les externes là? Tiens, on va essayer de se mettre debout. Voilà, donc on va pousser un peu le fauteuil. On va essayer de faire le funambule, de mettre un pied l'un devant l'autre, comme si vous marchiez sur un fil. D'accord? Donc là, c'est un peu dur, quoi. Hein. Non, je sais que je ne peux pas le faire, ça. Ouais, ça, hein, vous êtes mal à l'aise, là. Très bien. La sclérose en plaques est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Elle entraîne des lésions provoquant des problèmes cognitifs, des troubles de l'équilibre, visuel, urinaire et très fréquemment une fatigue extrême. Magasini, ouais, donc la manœuvre de Magasini. Bah, vous tenez pas mal, c'est pas mal, Ouais. monsieur Lavaux, hein, vous êtes... Oui, mais là, j'ai bien l'habitude avec la gym. Alors, il y a deux grands types de sclérose en plaques. Donc, vous avez les formes rémitantes, c'est-à-dire les formes à poussées. C'est 85% des scléroses en plaques au début, c'est-à-dire c'est les poussées qui se succèdent. La moyenne en général entre deux poussées, c'est à peu près 18 mois. Et donc, les malades font des poussées successives. Puis, vous avez une autre forme, donc dans 15% des cas, qui commence en général plus tardivement. C'est la forme dite progressive, où vous avez accumulation des signes neurologiques au fil des mois, c'est-à-dire au moins sur 6 mois, qui en général donnent surtout des troubles de la marche progressivement avec des troubles urinaires. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme primitivement progressive. Parfois, vous avez, et c'est même le plus souvent, la forme rémitante au début, et puis au bout de 15 ans environ d'évolution, arrive une forme progressive. Et dans cette situation-là, on parle de forme secondairement progressive, puisqu'elle a fait suite à une forme à pousser initialement. Outre l'examen clinique, le diagnostic de la sclérose en plaques passe désormais par un examen cérébral en IRM. C'est vrai qu'au départ, on est alerté par des signes cliniques la plupart du temps. Et c'est vrai que très rapidement et de plus en plus rapidement maintenant, grâce à l'IRM, on peut visualiser ce mécanisme lésionnel au sein donc, du cerveau ou de la moelle, avec encore une fois donc, des lésions qu'on voit d'âge différent, c'est-à-dire des lésions qui sont déjà anciennes, qui n'ont peut-être pas parlé cliniquement, et des lésions récentes. Dans une sclérose en plaques, les tableaux cliniques sont très variables et l'évolution des symptômes le plus souvent imprévisible. 15 ans après le diagnostic de sa maladie, Jonathan, à part un peu de fatigue et des problèmes de concentration, n'éprouve plus de gêne handicapante. Bah, je dis pas, je vais marcher pendant 5 heures. Oui, j'ai la jambe gauche qui va accrocher de temps en temps. Mais sinon, je cours, je fais du vélo. Je suis pas un grand sportif, mais ça me gêne en rien, quoi. La maladie s'est déclarée quand? Il y a 15 ans. Mais moi, ils ne me l'ont pas annoncé tout de suite. J'ai été 2 ans sans le savoir. Et à 17 ans, j'ai refait une poussée. Et là, j'ai rencontré le professeur Moreau et qui m'a expliqué tout ça, quoi. Alors là, dans du diagnostic, c'est bouleversant, hein, même avec un peu d'expérience et un peu d'âge, je peux vous dire que vous vous tortillez sur votre chaise et que c'est quelque chose de très douloureux. Et que voilà, donc on a beau mettre dans les meilleures conditions, d'avoir un fauteuil en velours, d'être gentil, d'être disponible, il n'empêche que c'est une étape qui est très cruelle, bien sûr, pour le malade, pour son entourage, quand vous annoncez le diagnostic de sclérose en plaques. Et vous, ça vous secoue, en sachant que, je vous dis, on ne s'habitue pas. Et le soir, vous avez du mal à aller au cinéma, à faire la fête. Donc là, simplement, regardez, vous voyez, c'est le soir, 62,5 un matin à midi pendant 10 jours. Il existe des traitements pour freiner l'évolution de la maladie, essentiellement des immunosuppresseurs chargés de bloquer la réaction inflammatoire qui agresse le système nerveux Et puis central. on pourra discuter à ce moment-là des nouveaux traitements. Goodbye. Au revoir, professeur. À bientôt. Au revoir. À chaque fois que je sors d'ici, je suis boosté. Vous pouvez noter que c'est mieux que Lourdes. Hein. Ouais, bah ça, je suis pas sûr. Ouais, ça, Bon, à bientôt, puis on se voit à la fin du printemps. D'accord? Mais les médicaments ne sont pas la seule solution. Aujourd'hui, les médecins orientent les patients de plus en plus tôt vers de la rééducation et prônent un suivi étroit des difficultés rencontrées au quotidien. Alors vous allez venir vous pencher en avant, attraper les cônes et les mettre sur le bâton, tout en gardant votre équilibre. Allez, venez encore vers l'avant. Allez, encore. Très bien. Nous sommes à l'hôpital de Garches, en région parisienne, dans le service de médecine physique et de réadaptation. Et poussez très fort. Allez, encore. Exercice d'adresse, pédalage et performance musculaire, Philippe suit un programme éprouvant
mais bénéfique. Allez, on continue comme ça, dernière montée, et on relâche tout. Respirez bien. Ok, super. Alors l'amélioration que j'ai perçue, elle était davantage, je vais dire, psychologique pour moi. C'est-à-dire que je n'ai pas mesuré les effets au niveau des déficiences musculaires que j'avais. Par contre, c'est vrai que ça m'a appris à faire ou à contrôler certains mouvements. Et puis ça m'a appris aussi le surpassement de soi. C'est vrai qu'avec cette maladie, on a toujours tendance un peu à s'écouter physiquement et à s'interdire de faire trop d'efforts parce que on lit que la fatigabilité est importante dans cette maladie et que donc il ne faut pas aller trop loin. Et ce type de kiné, et c'était moi ce que je recherchais, montre qu'on peut, malgré une maladie, en faisant pas n'importe quoi et justement en faisant des mouvements adaptés, aller loin dans l'effort physique. Il est important de prendre en charge très précocement en médecine physique et réadaptation les patients. C'est non seulement la prise en charge rééducative kinésithérapique sur le versant moteur, mais la rééducation ne s'intéresse pas qu'aux aspects moteurs, elle s'intéresse également aux aspects orthopédiques, neuro-orthopédiques, aux problématiques de spasticité notamment, donc essayer de voir s'il y a des muscles qui sont trop hyperactifs, essayer de diminuer leur activité car elle peut être gênante pour le patient, créer des contractures, des douleurs. Et cette prise en charge précoce est importante et ne pas surtout attendre que les symptômes et le handicap soient sévères pour adresser le patient en rééducation. L'accompagnement des patients a beaucoup progressé ces dernières années, mais la sclérose en plaques reste largement mal comprise et elle fait encore l'objet de nombreuses recherches scientifiques. Nous sommes rue des Écoles dans le 5e arrondissement à Paris. Comme chaque année, la Fondation ARCEP, pour l'aide à la recherche sur la sclérose en plaques, organise son congrès dans les murs de l'Université Paris-Descartes. Le professeur Thibaut Moreau est président du conseil médical et scientifique de la Fondation. And welcome everybody, and it is a great pleasure to introduce this important scientific meeting for our Foundation ARCEP. The main objectives of our meeting are to listen, to best understand and to share experience. À l'occasion de la conférence plénière de cette année, la Fondation ARCEP a invité le scientifique et éthicien Axel Kahn pour apporter un regard extérieur sur cette maladie particulière. Le mécanisme de la maladie, c'est vraiment une maladie inflammatoire, telle que les globules blancs dont le rôle est de nous défendre contre des étrangers, des intrus. Ces globules blancs se mettent à attaquer la substance blanche de notre système nerveux, à la dégrader. Et ça, c'est extrêmement important, puisque la vitesse de conduction des nerfs en particulier dépend de la gaine de myéline. Et lorsque la gaine de myéline a été dégradée, il y a une importante modification de la conduction nerveuse. Donc ça, on connaît relativement bien. C'est une maladie auto-immune. En revanche, qu'est-ce qui déclenche cette mauvaise humeur de nos globules blancs, de nos lymphocytes T, contre la substance blanche, notamment les gaines de myéline de nos nerfs? Ça, effectivement, on ne sait pas bien, et puis la réponse de toute façon n'est pas un facteur, mais une grande diversité de facteurs, les uns génétiques et les autres liés à l'environnement. Parmi les facteurs suspectés de favoriser la maladie, le tabac, certains agents infectieux, l'obésité infantile et même le manque de soleil. Il en résulte une très forte disparité géographique de la sclérose en plaques. Au niveau mondial, la prévalence est d'autant plus importante qu'on s'éloigne de l'équateur avec des maximums dans le nord des États-Unis, en Europe et le sud-est de l'Australie. En tout, 2 300 000 personnes sont atteintes dans le monde. Sur le territoire français, la prévalence varie quasiment du simple au double entre le sud-ouest et le nord-est du pays. On estime à environ 100 000 le nombre de malades en France, dont les 3/4 sont des femmes. So these are very good diagnosis markers. So now, are they really prognosis markers? Can we predict disease following imaging of those lesions? Bruno Stankoff, neurologue et membre de l'ARCEP, présente ici les travaux de son équipe sur les nouveaux outils diagnostiques et la possibilité de prévoir l'évolution de la maladie. Nous le retrouvons à l'Institut du cerveau et de la moelle épinière où il mène ses recherches avec Benedetta Bodini,
spécialiste de la tomographie à émission de positrons. La technique qu'elle a mise au point permet de marquer la myéline dans le cerveau. Donc, par exemple, là, il y a une carte de la myéline, là où vous voyez le blanc. Il y a la carte de la myéline chez ces sujets sains. Par contre, là, ça, c'est l'image IRM classique qu'on voit avec les lésions T2 qu'on peut regarder ici. Mais c'est ce qu'on voit ici dans l'image PET avec ces marqueurs, c'est qu'il y a une réduction de ces marqueurs dans les lésions. Ça veut dire que là, on peut mesurer dans chaque petite partie des lésions les contenus de myéline. C'est ce qui nous permet aussi de mesurer la remyélinisation au cours de temps. Et Benedetta a pu voir que les patients qui réparaient le mieux leur myéline étaient au fond ceux qui allaient le mieux sur le plan clinique. Donc on a pu démontrer grâce à cette technique que le fait de réparer la myéline, c'était un facteur important sur le pronostic des patients. Le pronostic, un élément crucial. L'impossibilité actuelle de prévoir l'évolution du handicap est une source d'angoisse majeure pour les malades. Les mécanismes de réparation de la myéline sont donc devenus un sujet phare du laboratoire. Intéressant, il faut qu'on pointe ça, regarde bien. La structure reproduit tout à fait les neurons, c'est quand même formidable. Ça. Oui, complètement. Donc sur cette image, en fait, on voit le processus de myélinisation en cours sur une tranche de cerveau de souris. Vous avez ici un oligodendrocyte en vert qui est en train de myéliniser en fait les axones des neurones que vous pouvez observer en bleu. Et donc on voit notamment des segments de myéline individuels. Et donc au fur et à mesure du processus, cette myéline va recouvrir tous les axones. Alors l'idée d'utiliser ce type de modèle pour faire de la myéline dans des cultures ou sur des tranches, elle est multiple en fait. D'une part, on cherche à comprendre les mécanismes qui vont permettre à cette myéline de se former et surtout de se régénérer quand elle a été atteinte par une lésion. Puisque notre problème de fond, c'est de stimuler la réparation de la myéline dans une maladie comme la sclérose en plaques où elle a été agressée. Et du coup, ce type de modèle nous permet d'étudier les conditions de cette réparation. Ça nous permet par ailleurs de tester des molécules, des agents thérapeutiques potentiels pour leur capacité à régénérer, à promouvoir la régénération. La Fondation ARCEP, qui a une stratégie scientifique ciblée sur la compréhension de la maladie, a largement participé au financement de ces recherches. L'ARCEP a été l'un des premiers à soutenir nos projets d'imagerie, et notamment les projets d'imagerie en TEP-scan. Et l'ARCEP finance chaque année, sur sélection bien sûr, dans le cadre de l'appel d'offres, des projets sur la biologie de la myéline et a permis d'obtenir de nombreux résultats au sein des différentes équipes de l'Institut, puisqu'il y a plusieurs équipes au sein de l'Institut qui travaillent sur la myéline, sa biologie, la réparation. Et l'ARCEP a été certainement un très fort soutien sur cette école de biologie de la myéline qu'on trouve en partie en tout cas dans cet institut. Situé au cœur de l'hôpital de la Salpêtrière, l'Institut du cerveau et de la moelle épinière ne se borne pas à de la recherche fondamentale. La biologie de la myéline étudiée ici a permis de développer de nouveaux traitements qui sont en cours d'évaluation. Pendant 15 ans, il y a eu un très très grand développement du traitement des composantes inflammatoires de la maladie, avec des grands succès, des progrès réels. Aujourd'hui, on est à une période charnière, on est au début d'une seconde phase qui serait l'essai de nouvelles drogues, de nouveaux traitements, de nouveaux procédés thérapeutiques qui pourraient promouvoir la réparation de la myéline. Et les candidats deviennent de plus en plus nombreux et pour certains d'entre eux sont applicables à des essais cliniques très prochainement. Donc il y a maintenant une forte compétition dans ce domaine pour arriver aux premiers succès qui, on l'espère, ne tarderont pas trop. Mais pour l'instant, ça reste de la recherche. Aujourd'hui, on ne sait pas encore guérir la sclérose en plaques. Mais de nombreux malades sont là pour témoigner que le handicap lourd n'est pas pour autant inéluctable avec la maladie. Surtout, il faut bien dire aux gens qu'on ne finit pas forcément sur un fauteuil ou dans un lit. Il faut être optimiste. Et je n'ai pas eu de poussée depuis, je ne devrais pas dire, là, je crois les dents. J'ai pas eu de poussée, ça va faire 7 ans. J'ai quand même des petites déficiences du côté gauche, donc je casse facilement, je laisse échapper les choses, mais ça ne m'empêche pas de vivre. Fondée en 1969, l'ARCEP s'est donné pour mission de financer la recherche sur la sclérose en plaques et d'informer le public des avancées médicales et scientifiques.